Je n'ai jamais eu besoin d'un projecteur. Je n'ai pas été élevé de cette façon. Certaines personnes ont soif d'applaudissements, de centres de table et du tintement bruyant des verres lors des toasts portés en leur honneur. Moi, j'aime les assiettes pleines, les cœurs pleins et savoir que j'ai bien fait envers les gens qui me tiennent à cœur. C'est ainsi que j'ai toujours bougé, calme, stable, présent. Alors, quand Julien a eu 1 an, j'ai planifié le genre de fête dans laquelle je pensais qu'il deviendrait un jour, en me souvenant d'un petit rassemblement dans la cour, rien d'extraordinaire, juste une poignée d'amis, une arche de ballon. Je suis resté éveillé jusqu'à minuit à gonfler et j'ai commandé un gâteau à la boulangerie. Camilla préférait celle avec les roses à la crème au beurre. J'ai grillé les burgers moi-même, même s'il faisait 92 degrés et que le soleil était au-dessus de moi. J'ai rempli les glacières avec les boissons de tout le monde, kombucha pour la sœur de Camilla, limonade pétillante pour Darlene, soda ordinaire pour les enfants. J'ai même apporté de la glace supplémentaire lorsque j'ai remarqué que le sac de tout à l'heure fondait trop vite. C'est exactement le genre d'homme que je suis toujours, prêter attention aux choses que personne ne pense remarquer. L'après-midi avait un doux bourdonnement, le bruit des enfants qui riaient, le haut-parleur Bluetooth de quelqu'un jouant la même liste de lecture. Camilla faisait toujours la queue. Ça ne me dérangeait pas. Je me suis assuré que les sacs poubelles étaient remplacés avant qu'ils ne débordent, j'ai vérifié si quelqu'un avait besoin de serviettes, et quand le bébé a écrasé ses petites mains dans son gâteau, j'ai ri comme tout le monde, même si c'est moi qui ai fini par nettoyer le glaçage des fissures de la terrasse. Plus tard, après que les bougies aient été soufflées et que le dernier cupcake ait été dévoré, je me suis tenu à côté de la glacière en sirotant un soda dilué et j'ai dit sans trop y penser, juste un commentaire décontracté et joyeux, le genre de commentaire que l'on fait lorsque l'on pense faire partie de quelque chose qui continue après le départ du dernier invité. Je ne peux pas attendre le dîner de famille demain. C'était une phrase simple, pas de drame, pas de grande émotion, juste une déclaration calme et sincère. Mais l'air a changé à la seconde où il a quitté ma bouche. J'ai remarqué Belle. D'abord, sa tête s'est retournée, puis elle a ri. Pas un petit rire, pas un léger rire. Elle rit fort, le genre de rire que font les gens quand ils pensent que vous êtes douloureusement hors du coup. Attends, tu ne le savais pas. C'était hier, dit-elle, je suis toujours brillant de moquerie. Je n'ai pas répondu au début, j'ai juste cligné des yeux, espérant peut-être que je l'avais mal entendue ou qu'elle était confuse, que quelqu'un, n'importe qui, la corrigerait. Mais personne ne l'a fait. Je me tournai vers Darlene. Elle était allongée sur l'une des chaises pliantes, s'éventant avec une assiette en carton. Sans un mot, elle a sorti son téléphone et a commencé à parcourir ses photos comme si elle cherchait un coupon. Puis elle a tourné l'écran vers moi. Et voilà, une longue table à dîner dressée avec des guirlandes lumineuses et des serviettes en lin, des visages souriants, des verres levés. Quelqu'un avait même préparé un gâteau à étages, dont je n'avais pas entendu parler, n'avait pas été invité à le couper, n'avait même pas senti l'odeur de la cuisson. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des mois. Y avait-il? Les gens qui ne se sont pas présentés aujourd'hui s'étaient présentés pour ça, le vrai rassemblement, la vraie célébration, celle à laquelle ils tenaient vraiment, celle à laquelle je n'étais jamais censé participer? J'ai étudié les photos plus longtemps que je n'aurais probablement dû. Chaque image semblait avoir été retouchée pour une publicité de vacances, mais tout ce que je pouvais voir, c'était les pièces manquantes, moi et mon fils. Nous n'étions pas dans un seul cadre. Julien n'était pas là, et moi non plus. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu, la voix de Camilla, douce mais suffisamment aiguë pour percer le milieu de ma poitrine, comprendra peut-être l'allusion la prochaine fois. Je me tournai lentement vers elle. Son dos était à moitié tourné, comme si elle ne voulait pas vraiment se faire prendre. Me regardant dans les yeux. Elle ajustait les assiettes sur la table des desserts, alignait les choses, même si la plupart des plats étaient déjà partis. Ce petit sourire narquois qu'elle arborait toujours lorsqu'elle savait qu'elle avait le dernier mot. Ouais, c'était là, subtil mais là, elle n'avait pas besoin de dire autre chose. Cette seule ligne m'a tout dit. Cela m'a dit que le dîner n'était pas un accident ou un problème de communication. Cela m'a dit que ce n'était pas une fête surprise qui avait mal tourné ou quelque chose que j'avais manqué de peu. C'était un message, une omission soigneusement planifiée, une allusion que je devais comprendre, interpréter et accepter tranquillement. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas élevé la voix ni fait de scène. Cela n'a jamais été mon style. Les gens comme moi ne retournent pas les tables, ils arrêtent simplement de les mettre. Alors je me suis dirigé vers le porte-manteau près de la porte de la cuisine, j'ai fait glisser ma veste du crochet où je l'avais accrochée des heures plus tôt,
j'ai fouillé dans la poche intérieure et j'en ai sorti l'enveloppe que je portais depuis 3 semaines. Ce n'était pas froissé. Je l'avais vérifié tous les quelques jours, m'assurant qu'il restait propre, non froissé, intact. La lettre à l'intérieur avait été imprimée sur du papier épais, signée, notifiée et révisée 2 fois par mon avocat. Je suis retourné sur le patio où se tenait Camilla. La musique jouait toujours, les enfants se poursuivaient toujours en rond avec des glaces fondues à la main. Camilla riait de quelque chose que sa cousine avait dit. Elle ne m'a pas vu tout de suite, mais quand je me suis approché, son rire s'est estompé. Je n'ai rien dit, je lui ai juste tendu l'enveloppe. Elle le prit d'une main légère et confuse, comme si elle pensait qu'il s'agissait d'une carte cadeau ou d'un reçu. Elle le retourna, souriant toujours poliment, puis son expression changea. Pas d'un seul coup, juste un lent fondu, comme la lumière du soleil atténuée par un nuage qui passe. Je n'ai pas attendu qu'elle l'ouvre. Je n'avais pas besoin de voir sa réaction. Ce n'était pas pour le drame, c'était pour la clarté. Je suis passé devant elle, devant le gâteau à moitié mangé et la glacière de boisson que j'avais stockée, devant Belle, qui murmurait maintenant quelque chose à son petit ami avec un air d'inquiétude se dessinant sur son visage. Je suis entré dans la maison, j'ai récupéré mes clés sur le comptoir et je suis sorti par la porte d'entrée. Personne ne m'a suivi, personne n'a appelé mon nom et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de regarder en arrière. Il y a quelque chose d'étrangement dangereux à être le genre d'homme que les gens oublient de remarquer. Vous faites partie du mobilier, utile, fiable, silencieux. Vous réparez les pieds bancaux des chaises, remplacez les ampoules, payez les factures avant que quiconque connaisse leur dû, mais personne ne vous demande jamais comment vous allez. Ils supposent simplement que tu vas bien, parce que tu vas toujours bien, n'est-ce pas? Voilà à quoi ressemblaient les années tranquilles. Lorsque Camilla et moi nous sommes mariés pour la première fois, je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Nous vivions dans un appartement modeste au-dessus d'une boulangerie et je me souviens de la façon dont nous rions quand tout l'endroit sentait le pain frais à 5 heures du matin. Même à l'époque, je savais que je n'étais pas papa accent grave-l'œil, que je n'étais pas du genre à faire des déclarations poétiques ou des surprises dramatiques, mais j'étais là tous les jours. Je me levais tôt pour lui préparer le café comme elle l'aimait, une demi-cuillère de sucre, une pincée de cannelle, du lait d'avoine. Je l'embrassais sur le front avant de partir au travail et je lui envoyais des SMS pendant les pauses déjeuner juste pour lui dire bonjour. Pas parce que je voulais des éloges, parce que je l'aimais. Mais le fait est que l'amour qui n'est pas reconnu commence à s'user comme l'eau sur la pierre, lentement, tranquillement. Vous ne remarquez pas l'érosion jusqu'à ce qu'un jour vous leviez les yeux et réalisiez qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. La famille de Camilla ne m'a jamais apprécié. Au début, je me suis reproché. Peut-être que je n'étais pas assez engageant, peut-être que je n'ai pas fait les bonnes blagues lors des dîners du dimanche, peut-être que j'aurais dû faire semblant d'aimer les dégustations de vin ou les soirées quiz. Alors j'ai essayé. Pendant des années, j'ai essayé. J'ai participé à leurs soirées de jeux, j'ai complimenté leur cuisine, j'ai même ri des 5 mêmes histoires d'oncle Ricky, mais ils ne m'ont jamais vu comme l'un d'entre eux. J'étais le mari de Camilla. C'est comme ça que j'ai été présenté. C'est ainsi que j'ai été répertorié dans les discussions de groupe, si j'y étais inclus. Il y a eu des vacances en groupe avec Placide une fois. Je l'ai vu sur Instagram, des sweatshirts assortis, du vin, des toasts au coin du feu, des légendes comme « Le temps en famille est le meilleur moment ». Julien n'était pas encore né et Camilla m'a dit qu'elle pensait que je serais trop occupé par le travail pour en profiter de toute façon. J'ai hoché la tête et je n'ai pas discuté. J'ai travaillé ce week-end. Très bien, j'ai nettoyé le garage, réparé l'évier qui fuyait, passé 3 heures à essayer d'accrocher une galerie murale qu'elle avait mise en signet sur Pinterest. Quand elle est rentrée à la maison, elle l'a à peine remarqué. Elle a juste dit « merci » et est entrée dans la chambre. Et puis il y a eu les anniversaires. Le mien atterrissait toujours au milieu du drame de quelqu'un d'autre. Un an, c'était la rupture de Belle. L'année suivante, c'était l'opération de la vésicule biliaire de Darlene. Mes anniversaires sont devenus des réflexions après coup. J'ai reçu des cartes génériques et des câlins gênants pendant que j'étais assis là à manger un gâteau du commerce, me demandant comment j'avais réussi à devenir invisible dans ma propre vie. Mais malgré tout cela, je suis resté. Je croyais honnêtement, que me présenter, qu'être cohérent finirait par me faire gagner une place à la table, pas seulement la place littérale, mais la place émotionnelle, l'espace où les gens disent « Et, comment va-t-il » ou assurons-nous qu'il est inclus. Je pensais que si je continuais à les aimer assez fort, assez doucement,
il finirait par lever les yeux et réaliserait que j'avais toujours été là. Au lieu de cela, ce que j'ai obtenu n'était rien. Pas de reconnaissance, pas de réciprocité, juste plus de sourires froids et de plaisanteries creuses, plus d'invitations oubliées et de photos éditées. Camilla n'en a jamais rien dit non plus. Elle m'a juste dit de m'en remettre ou, pire encore, d'arrêter de trop réfléchir. Quand j'essayais d'expliquer ce que je ressentais, elle roulait des yeux et disait « Tu fais toujours des choses sur toi ». Mais je ne parlais pas de moi, je demandais juste à ne pas être effacé. Le pire, je laisse tomber. Pendant des années, j'ai gardé la tête baissée, convaincu que j'exagérais. J'ai tout rationalisé, je me suis dit que c'était comme ça que sont parfois les familles. Je me suis dit que l'amour signifiait un compromis. Je me suis dit que si je restais patient encore un peu, les choses s'amélioreraient. Mais l'amour sans reconnaissance devient une servitude et un compromis sans réciprocité devient une auto-résurrection. Un soir, environ 8 mois avant le premier anniversaire de Julian, je suis rentré tard du travail. Je m'étais arrêté pour prendre à Camilla son plat à emporter préféré dans cet endroit thaïlandais qu'elle aimait. Elle était assise dans le salon avec son ordinateur portable, ses écouteurs ouverts. J'ai posé la nourriture et lui ai fait signe, souriant comme un imbécile. Elle n'a même pas levé les yeux, a juste levé le doigt comme « Donnez-moi une minute » et a ensuite recommencé à taper. Cette minute s'est transformée en 30, puis en 1 heure. La nourriture est devenue froide, j'ai mangé la mienne, en silence et j'ai laissé la sienne sur la table. Elle n'y a jamais touché. Cette nuit-là, éveillé dans le noir, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé que je pourrais disparaître demain et que personne dans cette maison ne le remarquerait jusqu'à ce que quelque chose ne soit pas fait. Ce fut une grande prise de conscience. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder les choses différemment, à voir les modèles, la façon dont j'étais utilisé, mais sans jamais y penser. La façon dont ils aimaient ce que j'avais apporté, mais pas qui j'étais. La famille de Camilla n'avait jamais prévu de me voir, elle appréciait simplement ce que je lui proposais. J'étais l'échafaudage invisible qui tenait tout ensemble, utile, silencieux, remplaçable. Mais quelque chose a changé après ça. J'ai arrêté de me porter volontaire pour ramasser des choses pour les gens, j'ai arrêté de proposer de réparer la voiture de Belle ou d'accrocher des lumières chez Darlene. Je n'ai rien dit, j'ai juste arrêté. Personne ne l'a remarqué au début. Cela m'a dit tout ce que je pouvais retirer lentement, morceau par morceau, et il ne ressentirait même pas le changement parce que je n'étais jamais dans le tableau. Je faisais juste partie du décor. J'ai commencé à documenter les choses tranquillement, numériquement. J'ai passé en revue nos finances et répertorié chaque facture que j'ai payée, chaque faveur supplémentaire que j'ai rendue. J'ai compilé des captures d'écran, des reçus et même des messages textes. Non pas parce que je prévoyais déjà quelque chose de radical, mais parce que je voulais être sûr que, le moment venu, je ne me remettrais pas en question. J'aurais une preuve, pas qu'un tribunal me rappelle que je ne l'avais pas imaginé. La douleur d'être invisible ne s'accompagne pas toujours de cris ou de cruauté. Parfois, cela se produit en silence, dans le rejet silencieux, dans le regard par-dessus votre épaule lorsque vous entrez dans la pièce. Et le fait est que j'aurais pu vivre ainsi pendant encore une décennie si quelque chose ne m'en avait pas sorti. Mais cette fête d'anniversaire, ce rire, ces photos, ce murmure, ont été la dernière fissure du barrage. Les années passées à être bon n'étaient pas suffisantes, les années à être fiable n'étaient pas suffisantes. Je n'étais pas une famille pour eux, j'étais juste pratique. Et donc, pour la première fois, j'ai commencé à planifier à quoi cela ressemblerait de partir, pas avec colère, pas avec méchanceté, mais avec certitude, parce qu'une fois que vous réalisez que vous avez mis la table pour des gens qui n'avaient jamais prévu de vous réserver une place, la seule chose qui vous reste à faire est d'arrêter de servir. 3 semaines avant le premier anniversaire de Julian, j'ai rencontré mon avocat. Son nom est Donna Helms, pointue, calme et profondément minutieuse, le genre de personne qui parle comme si elle avait déjà anticipé vos 10 prochains mouvements. Je l'avais choisi non pas parce que je m'attendais à un feu d'artifice, mais parce que j'avais besoin d'un silence percutant, de ce genre de silence qui ne crie pas mais qui change tout. Quand j'ai glissé l'épaisse enveloppe en papier cartonné sur son bureau, j'ai dit clairement, j'ai besoin que ce soit propre. Pas de bagarre, pas de drame, pas de place à la dispute. Elle a lu mes notes, ma liste d'actes et de documents, puis m'a regardé avec une douceur à laquelle je ne m'attendais pas. Vous êtes sûr, a-t-elle demandé. Elle était peinte en gris pâle et décorée avec des meubles minimalistes et une infinité de plantes succulentes, c'était la mienne. Je l'ai achetée 3 mois avant notre mariage, j'ai payé l'intégralité de la compte quand je l'ai vue pour la première fois, avec des gouttières qui fuyaient et des fondations fissurées,
Mais j'y ai vu quelque chose de potentiel, tout comme je l'avais vu dans notre relation à l'époque. Décor, jamais repoussé lorsqu'elle a insisté pour remplacer des choses qui n'avaient pas besoin d'être remplacées, ou lorsqu'elle a commandé des rideaux personnalisés hors de prix pour correspondre à l'ambiance. J'ai juste souri et je me suis assuré que l'hypothèque était payée chaque mois, tranquillement et régulièrement. C'était mon rythme. Mais au fil des années, j'ai remarqué quelque chose. Elle n'a jamais posé de questions sur l'acte, n'a jamais demandé quel nom figurait sur le titre, n'a jamais demandé comment les services publics étaient gérés ni d'où venait l'argent. Ce n'était pas malveillant. Je ne pense pas que ce soit un droit présenté comme une hypothèse. Elle a supposé, parce que je n'ai jamais élevé la voix, parce que j'ai toujours cédé, que tout était automatiquement le nôtre, et par le nôtre, elle voulait dire qu'il lui appartenait de le diriger. C'est pourquoi la lettre était importante. Dans cette enveloppe que je lui ai remise le jour de l'anniversaire de Julien se trouvait un simple avis juridiquement contraignant. Camilla avait 48 heures pour quitter la propriété. Ce n'était pas cruel, c'était calme, précis. Il faisait référence au titre de propriété, au document de propriété et à une clause d'un accord prénuptial qu'elle avait signé sans le lire correctement, qu'elle avait alors considéré comme une paperasse ennuyeuse. Donna s'est assuré qu'il était à toute épreuve. Il soulignait qu'en cas de dépassement de certains seuils de conduite personnelle, oui, c'est ainsi que nous l'avons formulé, la résidence pouvait être révoquée dans un délai de 2 jours. Je ne la mettais pas dehors à cause d'une liaison ou d'un scandale. Je ne la traînais pas dans la boue. J'honorais simplement la dernière menace de dignité qui me restait, car si quelqu'un pouvait murmurer, peut-être comprendre l'allusion la prochaine fois et même ne pas broncher, alors il ne méritait plus la sécurité de mon silence. Cette nuit-là, après le départ des invités, Camilla n'a pas ouvert la lettre tout de suite. Elle l'a mis dans son sac à main comme si c'était un mot de remerciement. Je suis monté à l'étage, j'ai préparé un sac de nuit et j'ai dormi sur le petit canapé lit de mon bureau. Je ne voulais pas de conflit, je voulais de l'espace. À 3h12, j'ai entendu le bruissement du papier, le craquement des planches à l'extérieur du bureau, puis des pas, lents, incertains, se retirant dans la chambre. Elle l'a lu? Elle n'a pas frappé, elle n'a pas pleuré, pas de cri. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le choc ne vient pas de la lettre. Je me suis rendu compte que je le pensais vraiment. Le matin, elle était partie. Sa voiture n'était pas dans l'allée, son placard était à moitié vide. Elle n'avait pas emporté grand-chose, juste un sac polochon, quelques vêtements, son ordinateur portable. La crèche est restée intacte. Julien dormait toujours, de douces respirations sortant de sa petite bouche. Je suis resté un moment dans l'embrasure de la porte, juste à le regarder. Il y avait tellement d'innocence dans cette pièce. Rien de tout cela n'était de sa faute, rien de tout cela ne le serait jamais, et j'ai fait la promesse à ce moment-là, pas à voix haute, pas écrite, mais dans ma poitrine, que je le protégerais du bruit. Je ne le laisserai jamais devenir confus quant à ce à quoi ressemble l'amour. Ce jour-là, à midi, j'ai changé les serrures. J'ai appelé le serrurier que j'avais utilisé lorsque nous avons emménagé, un gars nommé Hector qui portait toujours des chaussettes rouges, des casquettes et qui sifflait pendant qu'il travaillait. Je n'ai pas expliqué grand-chose, j'ai juste dit que j'avais besoin de nouvelles serrures rapidement. Il est arrivé dans l'heure. Nous étions debout sur le porche pendant qu'il déballait le matériel et il a dit quelque chose qui m'est resté, vous savez. Dit-il en tournant un tournevis dans le cadre. La plupart des gens ne changent les serrures qu'après que quelque chose de grave se soit produit, effraction, divorce, mauvais sang, mais parfois, il suffit de le changer pour se sentir à nouveau en sécurité, même si le danger n'était pas grand. J'ai hoché la tête parce que je savais ce qu'il voulait dire. Le danger n'était pas grand dans mon cas. C'était subtil, lent. Une corrosion progressive de la confiance, du partenariat, de l'appartenance, et au moment où j'ai réalisé à quel point les choses étaient allées loin, j'étais seul à la fête de mon propre fils et on se moquait de moi comme si j'étais la punk clean. Une fois les serrures changées, je me suis assis à la table de la cuisine avec une seule tasse de café. Pas de petit déjeuner, pas de conversation, juste moi, les nouvelles clés dans ma paume et le léger bourdonnement du réfrigérateur. Il y a une étrange sorte de paix qui vient avec la finalité. Ce n'est pas de la joie, ce n'est pas un soulagement, c'est juste du calme, comme quand une tempête passe et qu'on se retrouve avec le péché de l'asphalte mouillé et des branches cassées, mais aussi de l'air que l'on peut enfin respirer. J'ai envoyé à Camilla un dernier message cet après-midi-là. Il disait, les serrures ont été changées. Votre accès 48 heures reste actif via la porte latérale. Après cela,
Veuillez coordonner la récupération de tout objet restant via Donna. Je ne m'engagerai pas dans des conversations circulaires. L'emploi du temps de Julien reste inchangé, la sécurité et la paix sont désormais ma seule priorité. Je vous souhaite de la clarté, pas de vengeance. Monsieur, je ne m'attendais pas à une réponse et je n'en ai pas eu. Mais ce message allait au-delà de la simple logistique. C'était ma limite. Pour la première fois de notre mariage, je ne jouais pas le rôle du calme, du réparateur, de l'apaiseur. J'étais debout, et quand tu es penché depuis si longtemps, l'immobilité semble radicale. J'ai regardé autour de la maison, ma maison. Cela ne ressemblait plus à un champ de bataille ou à une scène pour la performance de quelqu'un d'autre. C'était comme le mien, comme un espace que je pouvais enfin récupérer, pas seulement physiquement mais émotionnellement. C'est ce que faisait la lettre. C'est ce que la serrure a fait. Ils n'ont pas simplement fermé une porte. Ils m'ont rappelé que j'avais le droit de protéger ce qui m'appartenait, et pas seulement les briques et le mortier, ma paix, ma valeur, mon avenir. Après que les serrures aient été changées et que l'air à l'intérieur de la maison ait enfin retrouvé le mien, je me suis assis avec un dossier que j'avais gardé caché dans le tiroir de mon bureau pendant plus d'1 an. C'était uni, bleu marine, bleu, sans étiquette. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de calcul, des reçus, des contrats, des enregistrements de chaque faveur silencieuse, de chaque plan de sauvetage discret, de chaque dollar que j'avais versé à des gens qui n'avaient jamais pensé à demander d'où venait l'aide. Je n'étais pas un martyr. Je ne l'ai pas fait pour avoir du crédit. Je croyais juste à l'époque que soutenir une famille était censé être calme, altruiste, que le véritable amour n'était pas bruyant, mais pratique. Mais quand quelqu'un vous dit de comprendre, quand il vous laisse rester à l'extérieur de son cercle comme un étranger lors de votre propre réunion de famille, cette illusion se brise et toute cette générosité tranquille commence soudainement à donner l'impression d'être pris pour un imbécile. Commençons par la garderie de Julien. Nous avions trouvé un bon endroit, propre et accueillant. SM Camilla a adoré. Elle s'en vantait constamment auprès de ses amis. Ce qu'elle n'a jamais mentionné, ce qu'elle n'a même jamais demandé, c'est comment cela était payé. Chaque mois, les premiers frais de scolarité étaient retirés d'un compte professionnel lié à une LLC que je possédais. Elle a supposé que l'argent provenait de notre compte commun, celui auquel elle avait à peine contribué. Elle n'a jamais remarqué que ce n'était pas le cas. Et puis il y avait la voiture de Belle. Il y a environ 1 an, elle s'est présentée en pleurant devant notre porte, du mascara coulant sur son visage, affirmant que sa voiture était sur le point d'être reprise. Elle avait pris du retard dans ses paiements. Mauvaise rupture, pas d'économie. Elle a dit, j'ai juste besoin d'un miracle. Camilla la serra dans ses bras comme si c'était une scène de feuilleton. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête et lui ai dit que j'examinerais la question. 2 jours plus tard, la voiture lui appartenait à nouveau, entièrement remboursée. Ce que Belle n'a jamais su, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais structuré le paiement comme un prêt privé par l'intermédiaire de cette même LLC, avec une clause stipulant que le remboursement pouvait être annulé ou annulé. C'était ma façon discrète d'offrir une bouée de sauvetage tout en me protégeant si jamais les choses tournaient mal. Il n'aurait jamais imaginé que les choses le feraient. Et l'activité Etsy de Camilla, qui était la plus importante? Elle l'a toujours appelé son exutoire créatif, des bougies faites à la main, des coffrets cadeaux sélectionnés, une décoration saisonnière avec de petits rubans noués à la main. Elle dirait à tout le monde qu'elle l'a construit à partir de zéro. Ce qu'elle ne leur a pas dit, c'est que les boîtes qu'elle a utilisées, le matériel d'expédition, le site web amélioré, tout cela avait été financé par moi. J'ai ouvert un compte de gros sous l'égide de la LLC, lui ai donné accès aux matériaux que cela coûtait et je l'ai même aidé à installer des étagères dans le garage pour organiser l'inventaire. Elle allumait une bougie la nuit et disait, n'est-ce pas fou tout le chemin parcouru? Et je souriais, non pas parce que j'avais besoin de crédit mais parce que je pensais que l'amour, c'était comme soulever quelqu'un en silence. Mais quand elle a murmuré ces 5 mots lors de la fête, peut-être que je comprendrai l'allusion la prochaine fois. Tout ce que j'avais fait s'est réécrit dans ma tête. Ce n'était pas de l'amour que je donnais, c'était du travail et il était temps de le reprendre. Ce soir-là, après que Julien se soit endormi, je me suis assis à mon bureau et j'ai imprimé 3 lettres. Chacun a été professionnellement formaté, adressé et signé par mon avocat. Chacun était ancré dans des faits et non dans des émotions. Je ne cherchais à punir personne, je voulais juste que les comptes soient effacés. S'il me voyait comme invisible, alors très bien, qu'il voit ce qui disparaît lorsque l'homme invisible s'éloigne. La première lettre est adressée à Darlène, ma belle-mère. Depuis 2 ans,
Elle recevait une pension alimentaire mensuelle. Elle pensait que l'argent provenait d'un fonds familial créé par son défunt mari. Il ne l'avait pas fait. Ce fonds s'est tari il y a des années. Je l'ai repris tranquillement pour éviter un drame, $500 chaque mois, dépôt automatique. Aucun remerciement n'est jamais venu, aucune question, juste une attente. La lettre indiquait que tous les paiements futurs étaient suspendus, avec effet immédiat, et décrivait les transactions à ce jour, avec un doux rappel que la poursuite des dispersions n'était jamais garantie ni contractuellement obligatoire. Le second est allé à Belle. Celui-ci a été rédigé avec plus de fermeté juridique. Le remboursement de sa voiture avait été documenté comme un prêt clément, certes. Mais toujours exécutoire. La lettre indiquait qu'en raison d'un manquement à la bonne foi, selon la phrase de mon avocat, pas la mienne, le prêt avait été réactivé et le remboursement intégral était attendu dans les 60 jours, sinon une demande de financement serait déposée. Je ne voulais pas de son argent. Je voulais qu'elle ressente le poids de ce qu'elle avait reçu et oublié. Je voulais qu'elle réalise que les miracles ne sont pas gratuits. Ils sont souvent financés par des personnes que vous oubliez d'inviter à dîner. La troisième lettre était destinée à Camilla. C'était l'enveloppe la plus épaisse. À l'intérieur, elle a trouvé non seulement l'avis légal concernant la libération de la maison, mais aussi un relevé complet du soutien financier que je lui avais apporté au fil des ans, non pas par méchanceté mais par transparence. Chaque dollar, chaque transaction, du fonds de démarrage Etsy aux soins dentaires d'urgence dont elle avait besoin l'automne dernier, des points de voyage que je lui ai donnés pour le voyage de cette fille à Miami aux séances de thérapie à laquelle elle ne m'a jamais remercié d'avoir assisté. Ensemble. J'ai tout détaillé, calme, propre, incontestable. Mais le plus dur, c'est le post-scriptum, tu n'as jamais été mon fardeau, Camilla, je suis juste devenu le tien. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de libération. Nous méritons tous les deux d'arrêter de prétendre que ça marche. Considérez ceci comme un cadeau. Vous n'avez jamais su que vous aviez besoin de la vérité. J'ai scellé les 3 enveloppes et les ai envoyées par coursier. Pas de suivi de texte, pas d'explication. Je voulais que le silence ait plus de poids que n'importe quelle confrontation. Le lendemain, mon téléphone a commencé à sonner, d'abord à partir d'un numéro que je ne connaissais pas, probablement Darlene, puis Belle, puis la cousine de Camilla, celle qui a toujours joué à Peacemaker mais qui ne m'a jamais vraiment défendu quand c'était important. Je laisse chaque appel aller vers la messagerie vocale. Je ne les ai même pas écoutés. Ma boîte de réception était remplie de points d'interrogation, d'accusations et de plaintes occasionnelles sans enthousiasme. Je n'ai pas répondu à une seule question. Car voici ce que j'ai finalement compris, un soutien apporté en silence ne doit jamais être confondu avec une faiblesse, et la générosité sans reconnaissance n'est pas de la gentillesse, c'est du travail non rémunéré. Je ne les punissais pas, je me soustrayais. Qu'ils sentent les interstices, qu'ils trébuchent là où j'avais l'habitude de lisser tranquillement le sol. Ce soir-là, j'ai fait une longue promenade, pas de musique, pas d'écouteurs, juste le bruit des graviers craquant sous mes chaussures. Je suis passé devant le café. Camilla adorait celui où j'attendais dehors avec Julien pendant qu'elle retrouvait ses amis. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai même pas regardé, j'ai juste continué à marcher, respirant le premier avant-goût d'une vie que j'étais enfin en train de récupérer. Pour la première fois depuis des années, je ne demandais pas, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Je demandais, de quoi ai-je besoin pour moi-même? Et la réponse était simple, la paix. Cela a commencé par le silence. Pas le genre paisible qui suit un bon repas ou celui qui traîne entre deux personnes qui n'ont pas besoin de mots. Non, c'était le silence tendu et chargé avant qu'une tempête ne frappe. Un silence si contre nature que même les oiseaux semblent cesser de chanter. Pendant 24 heures après avoir envoyé les lettres, mon téléphone est resté silencieux. Je m'y attendais à moitié. Le choc a tendance à assommer les gens et à les réduire au silence avant de déclencher la panique. Mais le lendemain matin, la tempête est arrivée en force. Cela a commencé par un bourdonnement, puis une sonnerie, puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce que mon téléphone ait l'impression de vibrer hors du tiroir de mon bureau. Messages vocaux, appels manqués, SMS affluant les uns après les autres, tous commençant par une confusion qui se transforme rapidement en blâme. Le premier message venait de Monica, la cousine de Camilla. Et, je viens d'entendre quelque chose de bizarre de la part de Belle. Est-ce que tout va bien? Puis vint celui de Darlene. Quelle est cette lettre? Cela doit être une erreur. Vous ne traitez pas la famille de cette façon. Et puis bien sûr, Belle, tu es sérieux? En ce moment,
Après tout ce que j'ai traversé, tu fais vraiment ça? Chaque message dégoulinait d'un mélange de droit et d'incrédulité. Aucun d'eux ne m'a demandé comment j'allais. Aucun d'eux ne s'est arrêté pour se demander pourquoi j'en étais arrivé à ce point. Pour eux, j'étais le méchant qui avait perturbé le confort qu'ils avaient construit, un confort que j'avais payé, entretenu et dont j'avais été exclu. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'essayais d'être cruel, mais parce que je n'avais plus rien à dire. J'avais tout dit dans le silence. Ils n'ont jamais pris la peine d'entendre. Puis la véritable explosion est survenue, une discussion de groupe intitulée Discussion familiale. Je ne l'ai pas créé. Il est apparu dans l'après-midi. J'ai regardé le nom pendant quelques secondes avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient 23 messages de Camilla, de sa mère, de ses cousins et, oui, même de sa grand-tante, Judith, qui ne m'avait pas envoyé de SMS depuis notre mariage, et encore seulement pour corriger le plan de salle. Le premier message de Camilla a été direct, que se passe-t-il? Cela a été suivi d'un paragraphe de Darlene sur l'ingratitude et l'importance des apparences. Puis vint Belle, déroulant pratiquement toute son histoire sanglante sur le fait qu'elle ne méritait pas d'être traitée comme une criminelle à cause d'une seule erreur. J'ai continué à faire défiler. Chaque message se lit comme un monologue, aucun d'entre eux ne s'adresse à moi en tant que personne. Juste un problème à résoudre ou, mieux encore, une perturbation à effacer. Camilla a finalement envoyé le dernier. S'il s'agit de ce stupide dîner, grandis. Tu es un père. Maintenant, agissez comme tel. C'était celui-là qui piquait, non pas parce que c'était cruel, mais parce que cela lui confirmait tout. Je n'étais pas un homme avec des sentiments ou un partenaire qui s'était lentement érodé au fil des années. J'étais un service public, un père, une banque, un personnage de fond. J'ai donc écrit une ligne et l'ai envoyée au groupe, appelé d'abord « La propriété est verrouillée ». Puis j'ai quitté le chat. L'effet fut immédiat. En quelques minutes, des messages ont commencé à arriver individuellement, menaces, culpabilité, accusations. L'oncle de Camilla, Marc, qui m'a un jour demandé de l'aide pour un prêt commercial qu'il n'avait jamais remboursé, m'en a envoyé un particulièrement audacieux. Vous devez arrêter ça. Tu ne veux pas que je vienne régler ça en personne. J'ai presque ri. Au lieu de cela, j'ai simplement répondu par SMS, essayez-le, les caméras enregistrent déjà et, oui, je vais porter plainte. Puis j'ai bloqué son numéro au coucher du soleil. La seule personne que j'ai entendue et qui n'a pas essayé de me culpabiliser ou de me culpabiliser était mon ami James. Pas une famille, pas quelqu'un qui profitait de moi, juste un ami. Il a appelé et a dit, j'ai entendu un peu une tempête passer. Tout va bien. Je lui ai dit la vérité. Je vais bien, je laisse juste le tonnerre s'épuiser. Il a fait une pause puis a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, parfois, le bruit le plus fort vient de personnes réalisant qu'elles ont perdu leur paillasson préféré. Cette nuit-là, j'étais assis dans mon bureau, téléphone éteint, sirotant un café noir, alors que ma boîte de réception s'allumait comme une alarme incendie. Il y avait vraiment quelque chose de poétique là-dedans. Toutes ces années, j'ai imploré une connexion, une place à la table, un soupçon de reconnaissance. Et maintenant, tout à coup, j'étais au centre de l'attention. Pas par amour, par panique, ça m'a alors frappé. Leurs préoccupations ne concernaient pas moi, mais la routine de contrôle d'accès. J'avais perturbé le rythme dont ils dépendaient. Ce n'était plus moi qui remplissais les boissons, conduisais les enfants à des soirées pyjama de dernière minute, réparais les robinets cassés ou transférais l'argent d'un fonds familial. J'étais parti mais toujours debout, et ils ne savaient pas comment gérer ça. Camilla en particulier semblait se défaire plus vite que les autres. Ses emails sont devenus plus longs, moins raffinés, plus personnels. L'un d'eux a déclaré, Julan va grandir en pensant que son père est amer et méchant. Vous faites du mal à votre propre fils avec cette performance. Je n'ai pas répondu parce qu'elle ne comprenait pas. Ce que je faisais, c'était pour Julian. Je voulais qu'il grandisse en connaissant les limites, en sachant qu'aimer ne signifie pas tolérer les mauvais traitements, qu'être fiable ne signifie pas être jetable. Je voulais qu'il voie qu'un homme peut être gentil et quand même s'en aller quand on se moque de sa gentillesse. Je voulais qu'il sache que tu n'es pas obligé de brûler la maison mais que tu peux verrouiller les portes. Le lendemain matin, l'appel a ralenti, les messages ont diminué et à leur place est venu quelque chose d'encore plus satisfaisant que la rage, le silence, le vrai silence, pas de bruit, pas de cris, juste l'absence tranquille de gens qui ne m'ont jamais vraiment vu jusqu'à ce que je sorte de leur ombre. J'ai ouvert mes stores,
laissé la lumière du matin entrer dans la pièce et j'ai respiré. C'était la première fois depuis des années que je n'avais pas l'impression de me préparer à l'impact. Plus besoin d'essayer de mesurer la température émotionnelle de toutes les autres personnes présentes dans la pièce. Plus besoin de vérifier les discussions de groupe pour voir si j'avais encore été oublié. Laisse la tempête crier, laisse-la faire rage. J'avais déjà trouvé mon abri, et cette fois, il n'avait pas de place pour les gens qui ne venaient que. Il y a une certaine histoire que la famille de Camilla aime raconter sur la maison de plage de Greyhaven. Selon eux, c'était un héritage familial précieux transmis du père de Darlene. Ils en ont parlé comme si c'était un sol sacré. Chaque été, ils emballaient leurs glacières et leurs serviettes et faisaient descendre la tour vers cette ancienne propriété côtière, racontant des histoires de feux de joie d'enfance et le moment où un ouragan a presque déchiré le toit. Pour les entendre en parler, on pourrait penser que Beach House était le cœur battant de leur lignée. Mais voici le truc sur les histoires, ils ne sont pas vrais que si vous vous embêtez à vérifier les documents. J'ai acheté la maison de plage pendant la pandémie, pas à la fois, bien sûr. Cela a commencé lorsque j'ai appris que Darlene avait pris du retard sur les impôts fonciers. Souvent, je suis intervenu, j'ai payé 2 ans à arrière, aucune question posée. Darlene pensait que le comté avait fait une erreur et l'avait réduit. Pour diviser la grâce, je ne l'ai pas corrigé. Puis vint les rénovations. J'ai payé le nouveau toit, les réparations de la plomberie, le pont, reconstruit à nouveau tout au long de la LLC. Darlene a signé les contrats de construction sans lire les petits caractères. Chacun contenait une clause, des transferts de capitaux propres partiels à l'investisseur gérant, Kim Investisseur. Au moment où les pourparlers de refinancement sont venus, Camilla a signé le reste. Elle n'a même pas clignoté, gribouilla simplement son nom sur la ligne pointillée tout en sirotant son latte au lait d'avoine, pensant que nous consolidons un intérêt plus bas. Elle n'a jamais demandé à qui le titre était sous la suite, n'a jamais posé de questions sur la nouvelle police d'assurance. Parce que pourquoi le ferait-elle ? J'étais la fiable, l'homme d'arrière-plan, le gars qui a géré les choses, et donc pendant des années, ils ont continué à utiliser la maison comme si c'était le leur. Chaque 4 juillet, chaque long week-end, je recevrais un SMS, pas une invitation, me faisant savoir qui y resterait et quand. Ils ne se sont jamais nettoyés correctement, ont laissé du sable dans les éviers, des taches de vin rouge sur les coussins extérieurs. J'ai payé un nettoyant local pour entrer tranquillement après. Avant de me présenter pour mes propres visites. Je n'ai jamais dit un mot. Jusqu'à cette année, une semaine avant les vacances du 4 juillet, la même rafale de messages est arrivée. Les cousins de Camilla prévoyaient le week-end habituel à la maison. Brielle avait déjà publié des margaritas sur Sunset avec les filles. Darlene a envoyé une liste d'épiceries qu'elle s'attendait à trouver dans le réfrigérateur. Personne n'a demandé, et, n'est-ce pas si nous utilisons la maison cette année ? Ils n'ont jamais eu à demander, bien, car dans leur esprit c'était le leur. Mais cette fois, je n'ai pas répondu avec ma conformité silencieuse habituelle. Cette fois, j'ai déposé une demande de partition exclusive. C'est un terme juridique qui signifie essentiellement que j'ai un accès primaire et un contrôle complet et depuis que mon LLC détenait 100% de la propriété enregistrée, le tribunal a signé sans hésitation. J'ai fait livrer les documents à l'adresse de Darlene, avec confirmation de signature au moment où elle a signé pour cela. Le compte à rebours a commencé. 3 jours plus tard, je suis allé à Greyhaven avec un sac dans le coffre, un dossier de documents et une légèreté inattendue dans ma poitrine. La ville n'avait pas beaucoup changé, les mêmes convives endormis, les mêmes routes étroites bordées de pins. Quand je me suis arrêté à la maison de plage, je me suis assis dans l'allée un instant en regardant le porche. Camilla a insisté une fois pour que nous repensions le bleu pâle pour correspondre à l'océan. J'avais l'habitude de penser qu'il avait l'air délavé. Maintenant, il avait l'air propre. La porte n'a pas encore été installée, mais j'avais déjà organisé l'entrepreneur pour me rencontrer. Cet après-midi. Vers midi, la caravane est arrivée, 3 voitures remplies de sacs de plage, de chars de piscine, de casseurs enveloppés en plastique et suffisamment de crème solaire pour enrober une armée. J'ai regardé depuis le porche alors qu'ils s'arrêtaient, riant de la musique éclatante, des enfants sautant pieds nus. Darlene a été la première à me voir. Elle a gelé à mi-chemin en ouvrant la portière de sa voiture. Ses yeux se plissèrent, les lèvres se resserrant. « Tu es ici ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Oui, c'est le week-end en famille », dit-elle que sa voix augmentant comme un volume pourrait réécrire des faits. « Exactement », j'ai répondu. « C'est pourquoi il est fermé. »
Elle avait l'air confuse pendant une seconde, comme si les mots n'avaient pas de sens, comme si je venais de dire quelque chose dans une autre langue. Ensuite, Camilla est sortie du côté passager de la voiture de Belle, des lunettes de soleil se sont perchées sur la tête, l'expression illisible. « Miles, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, comme si j'étais la seule tradition. Suivant la loi, dis-je calmement, atteignant mon sac et lui donnant une copie laminée du document de la cour. Utilisation exclusive, signé, scellé. Elle a feuilleté, les lèvres se séparant dans l'incrédulité. Vous êtes sérieux, mort, sérieux. À présent, les autres se rassemblaient, cousins, chuchotant les enfants demandant quand ils pouvaient entrer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas discuté. Je suis juste resté là sur le porche d'une maison qu'ils avaient l'habitude de traiter comme un terrain de jeu et je leur ai rappelé que ce n'était plus la leur à envahir. Cet endroit n'était jamais le vôtre, dis-je ma voix stable. Vous avez juste supposé que je ne dirais jamais rien. Darlene a commencé à s'opposer, mais j'ai levé une main, non. J'ai dit, ce n'est pas un débat. Vous avez signé les documents, vous avez encaissé les chèques, vous m'avez remis les clés il y a des années. Vous n'avez jamais remarqué. Camilla me regarda, quelque chose se déplaçant derrière ses yeux, pas la colère, pas la culpabilité, juste la réalisation. Pour la première fois, je pense qu'elle a vraiment compris que je n'avais pas été un élément passif dans son monde. J'avais été celui qui le tient ensemble, tranquillement, légalement, complètement. Ils sont partis 30 minutes plus tard, leur voiture plus lente, leurs rires ont disparu. Personne n'a dit au revoir. Alors que je regardais le dernier véhicule disparaître sur la route de gravier, j'ai appelé l'entrepreneur, il est temps d'installer la porte, ai-je dit. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière l'eau, je me suis assis sur le porche avec une tasse de café et pas de bruit, pas de demande, pas d'invité, juste moi, la brise de l'océan et le son du monde s'adaptant à mon absence de la leur. C'est drôle comme ils ont seulement commencé à me voir au moment où j'ai fermé la porte. La porte est montée. 2 jours après la confrontation à la maison de plage, je me tenais au bord de l'allée en regardant l'équipage installer les poteaux en métal, leurs exercices bourdonnant comme des abeilles en colère contre le béton. Je n'ai rien choisi de salir, pas de clavier électronique, pas d'entrée codée, juste une porte swing lourde avec une serrure et un signe noir audacieux. Cela dit exactement ce dont j'en avais besoin pour dire, l'accès à la propriété privée avec la permission uniquement. Ce n'était pas seulement une barrière d'acier, c'était une déclaration, une ligne tracée non seulement à travers la propriété mais à travers ma vie. Il m'avait fallu des années pour réaliser que parfois la seule façon d'aller de l'avant est de fermer quelque chose pour de bon, pas par haine, pas par vengeance, mais par nécessité. Cette maison avait été utilisée et défilée comme un héritage familial auquel ils avaient le droit. Ils ont raconté des histoires sur la façon dont cela avait toujours été dans la famille, sans ne jamais soulever le doigt pour le préserver. Ils n'ont jamais payé un nouveau toit, n'ont jamais réparé les tuiles fissurées, n'ont jamais remplacé les lumières du porche. Ils n'arrêtaient pas de s'attendre à ce qu'il les attend. Propre, soigné, payé par moi, mais plus maintenant. J'ai regardé l'entrepreneur resserrer le dernier boulon, essuyer son front et m'a fait un signe de tête rapide. Ça va tenir, a-t-il dit. Je lui ai remis le contrôle final et j'ai répondu, il ne s'agit pas de garder les gens à l'extérieur, il s'agit de me garder. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. Peut-être qu'il a compris, peut-être qu'il n'avait pas à le faire. Plus tard dans la journée, je suis allé en ville et j'ai rencontré le couple avec lequel je m'échangeais des courriels depuis des semaines. Leur nom était Russell et Ingrate, des enseignants à la retraite du Vermont à la recherche d'une retraite côtière tranquille. Ils avaient trouvé la liste de plages par accident, ont contacté la chaîne immobilière de ma LLC et après quelques appels vidéo, je savais qu'ils étaient les bons, gentils, paisibles, pas de drame. Ils aimaient l'espace pour ce que c'était, pas ce qu'il représentait. Au café, Russell a glissé un dossier de l'autre côté de la table, les documents finaux. Il a dit, nous sommes prêts quand vous l'êtes. J'ai traversé les pages puis j'ai fait une pause à la clause que j'avais écrite en moi-même, une ligne nichée dans l'accord, juridiquement contraignant et indubitable, les anciens locataires, les invités ou la famille élargie du vendeur ne sont pas autorisés à accéder ou à utiliser la propriété pour une raison quelconque. Un gars après le transfert a levé les yeux et m'a donné un sourire entendu. Mauvaise histoire, a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Pas mal, juste longtemps d'un côté. Nous avons signé les documents, serré la main et juste comme ça, la maison n'était plus à moi. Je n'ai pas ressenti de regret, je n'ai pas ressenti de perte. J'ai senti quelque chose de plus léger, comme si j'avais laissé tomber une valise lourde à la fin d'une longue marche en montée.
Avant de quitter Greyhaven, j'ai fait un dernier arrêt à la maison. C'était vide maintenant. Pas de rire, pas de glacière, pas d'enfants hurlant ou d'empreintes de sable, juste l'écho des vagues et le bruissement doux des arbres tapissant la cour. J'ai traversé la pièce en vérifiant lentement chacun comme pour dire au revoir. La cuisine sentait encore légèrement de sel de mer et d'huile de citron. La chambre d'amis, la seule cousin de Camilla a toujours combattu, était impeccable. La chambre principale ne tenait plus aucune trace d'elle. Dans le salon. Je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert mon sac. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe de manille. J'avais débattu de tout en laissant quoi que ce soit, mais certains adieux méritent des mots, même s'ils ne sont jamais lus à haute voix. J'ai sorti la lettre que j'avais écrite la nuit après l'installation de la porte. Ce n'était pas en colère, ce n'était pas cruel. C'était juste honnête pour celui qui vient à la recherche de ce qu'il pense leur appartient toujours. Cet endroit était autrefois un symbole de connexion. Je l'ai gardé en vie, en espérant que quelqu'un finirait par le traiter avec le même soin que moi. Mais au fil du temps, c'est devenu un symbole d'autre chose, un endroit que j'ai maintenu en étant traité comme si je n'existais pas. Vous n'avez pas perdu la maison. Vous avez perdu la personne qui a continué à ouvrir la porte. J'ai placé la lettre sur le manteau au-dessus de la cheminée et je suis sorti sans regarder en arrière. Je n'ai pas verrouillé la porte. Ce n'était plus mon travail. Sur le chemin du retour, je ne jouais pas de musique, laisse le vent remplir la voiture, la route se dépliant devant moi comme une ardoise propre. Il n'y avait pas de message de Camilla, pas d'appel de Darlene ou de Belle, juste du silence. Mais ce n'était pas le genre qui vient avant une tempête. C'était le genre qui vient après. Je suis rentré chez moi juste après le coucher du soleil et j'ai ouvert une bouteille de vin. J'ai économisé, pas depuis une occasion, juste pour moi. Je me suis assis sur le porche arrière, Julien endormi à l'étage, le bébé moniteur brillant tranquillement à côté de moi et je pris une profonde inspiration. C'était à quoi ressemblait la paix, pas de drame, pas de demande, pas de cracheur gai. Le lendemain matin, j'ai coché ma boîte de réception. Là, c'était un email de la vente de la société escroc, les fonds complets transférés, le transfert de propriété confirmé. 6 juin était un document final, certificat de vente. Je l'ai enregistré dans un dossier intitulé des chapitres fermés. Il était assis juste à côté des PDF de la lettre de vitesse de Camilla, le prêt révoqué de Belle dans la résiliation des paiements mensuels de Darlene. Tous les actes calmes, sans cri, tous légaux, tous finaux. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu un texte d'un numéro inconnu, seulement 2 mots, comment pourriez-vous? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car la vérité est qu'ils savaient tous comment. Ils n'ont jamais cru que je le ferais. J'avais toujours été l'homme qui avait dit oui, l'homme qui est resté silencieux, celui qui a ramassé l'onglet, a remplacé les batteries, a fixé les charnières cassées, mais plus maintenant. La porte était en place, la propriété a été vendue et la prochaine fois qu'ils ont tenté de se présenter, comme ils l'ont toujours fait, ils trouveraient des étrangers qui y vivaient et une lettre qui frapperait plus fort que n'importe quelle porte verrouillée. Il était calme depuis des semaines, pas le genre de calme qui se sent vide, mais le genre qui vous permet enfin d'entendre vos propres pensées. La maison de plage avait disparu, les serrures ont été changées, les appels avaient ralenti et ma maison, ce qui en restait paisible. Je m'étais installé dans un rythme, les matins avec Julien, le soir avec un livre et pas de téléphone. Je ne savais pas combien de ma vie avait été construite pour répondre au bruit des autres jusqu'à ce que le bruit s'arrête. Puis, un soir, j'ai reçu un message, pas de Camilla, pas de Darlene, pas des cousins qui n'arrivaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Ce message est venu de la fille d'Avabel. Elle n'avait que 8 ans, mais intelligente pour son âge, douce, observatrice, le genre d'enfant qui a coloré tranquillement dans le coin pendant que tout le monde se criait les uns sur les autres. Pendant les vacances, j'avais toujours eu un faible pour elle. Elle m'appelait l'oncle Milesy et me demandait de couper la croûte de ses sandwichs chaque fois qu'elle visitait. Le message est venu comme une courte vidéo sur un compte privé. Je ne l'ai presque pas ouvert, j'ai pensé que c'était une autre tentative voilée de Belle pour attirer mon attention, mais quelque chose m'a dit de vérifier. Lorsque la vidéo a commencé à jouer, j'ai dû m'asseoir. Ava chuchotait, ses grands yeux se précipitant à gauche et à droite, comme si elle craignait que quelqu'un entende. Oncle Miles, maman dit de ne pas te parler, mais tu me manques. Derrière elle, je pouvais entendre des cris, étouffés mais tranchants. Ensuite, la voix de Camilla, indubitable même à travers statique. Donnez-moi le téléphone, Ava. Maintenant,
la vidéo s'est coupée. Il ne faisait que 17 secondes, mais c'était comme un coup de poing à la poitrine. J'ai regardé l'écran, mon pouce planant sur le bouton de relecture. Je l'ai regardé encore et encore. Chaque fois que je ramassais plus dans son ton, le tremblement dans sa voix, la façon dont ses mains s'accumulaient avec le bord d'une couverture. Elle ne disait pas seulement qu'elle me manquait, elle tendit la main, espérant que quelqu'un de l'autre côté se souvînt encore d'elle. Et à ce moment-là, toute l'amertume que j'avais travaillé si dur pour abandonner est revenue. Pas parce que j'étais en colère contre Ava, loin de ça, mais parce que les enfants étaient maintenant entraînés dans ce gâchis, qui se faisait dire qui aimait, qui a évité, qui prétend n'existe plus. Je pensais que j'avais mis fin au cycle en s'éloignant. Je pensais que le silence serait suffisant, mais j'ai oublié quelque chose d'important, le silence crée également de l'espace, et lorsque des gens comme Camilla ou Belle contrôlent cet espace, ils le remplissent de leurs propres histoires. Cette nuit-là, j'ai enregistré une vidéo. J'ai attendu que Julien dormait. La maison était sombre et calme. Je me suis assis à la table de la cuisine, le téléphone tassé à café à côté de moi. Je n'ai pas écrit de script, je n'ai pas répété, je viens de parler. Et, douce fille. J'ai commencé, gardant ma voix douce. C'est bon, tu n'as rien fait de mal. Je sais que les choses sont bizarres en ce moment et les gens disent beaucoup de choses, mais je veux que tu saches quelque chose de très important. Il ne faut pas faire preuve de prétendre que pour moi, je ne sais pas que vous avez toujours fait semblant que était censé ressembler. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Elle était un enfant dans une maison où la loyauté était confondue avec le silence. Mais j'espérais qu'à un moment donné, lorsque le bruit se calma à nouveau, elle ouvrirait ce message et se souvenait que tout le monde ne s'est pas éloigné parce qu'il cessait de se soucier. Certains d'entre nous sont partis parce que nous avons finalement commencé. Les jours passaient, puis une semaine, pas de nouvelles vidéos, pas de messages de retour. Mais alors quelque chose de petit s'est produit, quelque chose que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Ava a changé sa photo de profil. C'était un selfie d'elle et de Belle à la plage. La nouvelle, c'était une photo floue d'elle tenant un globe de neige que je lui avais donné pour Noël il y a 2 ans, celui avec le minuscule carrousel à l'intérieur. Pas de mots, pas de légende, juste l'image. Mais je l'ai vue et je savais qu'elle parlait de la seule manière qu'elle pouvait. Il ne s'agissait pas de la ramener dans ma vie. Je n'avais pas besoin d'elle pour choisir les côtés. Je voulais juste qu'elle se souvienne à quoi ressemblait la vraie gentillesse, à quoi ressemblait l'honnêteté, parce que les enfants ne sont pas seulement des miroirs de leurs parents. Ce sont des fenêtres et parfois tout ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un pour garder la lumière de l'autre côté. Cette nuit-là, je me tenais devant la chambre de Julien en le regardant dormir. Il grandissait si vite, marchant déjà avec cette petite oscillation incertaine, atteignant déjà des choses avec les 2 mains, comme le monde était le sien. Je me demandais quel genre d'homme il deviendrait, quel genre de vérité il serait dit des journées calmes où tout a changé. Et j'ai fait une autre promesse silencieuse, il n'aurait jamais à fouiller à travers des demi-mèches pour me comprendre, il n'aurait jamais à envoyer de messages secrets juste pour être vu, parce que je me présenterais, toujours entièrement, même si je n'étais pas invité, même si je devais me tenir à l'extérieur des murs des histoires des autres, même si cela signifiait être le méchant dans la version de quelqu'un d'autre du conte. Si debout de moi faisait de moi l'ennemi, tant pis. Au moins mon fils et peut-être même Cava sauraient que parfois s'éloigner est le moyen le plus fort de dire que je t'aime. Je ne m'étais pas regardé correctement depuis des années. Pas vraiment sûr. Je me suis rasé le matin, j'ai peigné mes cheveux avant les réunions, je me suis aperçu de mon reflet dans les fenêtres des magasins, mais je ne m'étais pas vu, pas au-delà de l'uniforme du devoir que je portais chaque jour, mari, fournisseur, père, fixateur, caractère d'arrière-plan. J'ai réalisé que je me promenais comme une ombre empruntée, pas un homme. J'avais laissé les attentes des autres me façonner si tranquillement, si complètement, que je ne pouvais même pas me rappeler où j'ai fini et la performance a commencé. C'est à ce moment-là que j'ai réservé le vol vers Barcelone. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas dramatique. Un soir, après avoir endormi Julien, je me suis assis sur le canapé en faisant défiler les vieux signets sur mon ordinateur portable. J'ai vu un article sauvé, 10 endroits pour perdre et vous retrouver. Barcelone était le numéro 3. J'ai cliqué dessus, une photo de rue pavée brillait sous des lampadaires d'orange, des gens qui riaient sur du vin et une ligne d'horizon couronnée des flèches de Sagrada Familia. Cela ne m'a pas rendu émotif, ça m'a juste rendu curieux. Je me suis posé une question simple que je n'avais pas posée depuis des années, et si j'allais? Alors je l'ai fait. 2 semaines plus tard, je suis descendu d'un avion dans l'air chaud de la Méditerranée et une langue que je ne parlais pas,
mais j'ai en quelque sorte compris avec mes os. Je n'ai pas réservé de tournée ni fait un itinéraire. Je n'ai pas chassé de points de repère ni pris de selfies. Je me suis juste erré, j'ai marché pendant des heures, je me suis assis dans des cafés sans que je ne m'attende à ce que je me lève et nettoie quelque chose, personne ne demandant si je pouvais ramasser quelque chose pour la maison, pas de chat de groupe n'attendant ma réponse. Je n'avais besoin d'être des bases de personne, je pourrais être juste. Un après-midi, je me suis retrouvé dans un quartier calme juste à l'extérieur du centre touristique. Je suis entré dans un salon de coiffure, non pas parce que j'avais besoin d'une coupe de cheveux, mais parce que j'ai vu mon reflet dans le verre et j'ai pensé, je veux rencontrer l'homme derrière ses yeux. Le coiffeur ne parlait pas beaucoup anglais, j'ai pointé, hocha la tête, sourit. Il hocha la tête, ses mains stables alors qu'il commençait pendant qu'il travaillait. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai vraiment regardé, et ce que j'ai vu n'était pas cassé, fatigué, oui, altéré, mais aussi toujours debout, et pas seulement à changer. Il y avait quelque chose de plus net dans mon regard, quelque chose de moins peur. Les lignes sur mon visage n'étaient pas du stress, elles venaient de la survivre. J'ai alors réalisé que je ne détestais pas qui j'avais été. Je n'avais pas honte de l'homme qui a donné, qui est resté, qui a essayé, mais j'ai ressenti combien de temps je suis resté perdu dans les besoins des autres, en espérant que quelqu'un pourrait un jour rendre ce que j'ai déversé si librement. Cette nuit-là, j'ai parcouru une place locale alors que la musique dérivait d'un guitariste jouant sous un réverbère. Il ne cherchait pas la gloire, il a juste joué parce qu'il a adoré, et les gens se sont arrêtés pour ne pas filmer, pas pour applaudir, juste pour écouter. Je me suis assis sur un banc à proximité et j'ai laissé le son s'installer dans ma poitrine comme de la pluie sur un sol sec. J'ai pensé au nombre d'années que j'avais rempli de bruit, de faux sourires, de dîners forcés, de blessures silencieuses, et comment, pour la première fois pour toujours, je n'avais personne à laquelle répondre mais moi-même. Dans cette immobilité, je ne me sentais pas seul. Je me sentais libre. Le lendemain matin, j'ai pris un train sur la côte vers une petite ville que je ne pouvais pas prononcer. Je marchais le long des falaises, des chaussures croquant sur du gravier, de l'océan, du vent tirant sur ma veste. Personne ne me connaissait là-bas, personne ne se souciait où j'avais été ni quelle était mon histoire, et cet anonymat était sacré. Cela m'a donné de l'espace pour regarder vers l'intérieur et demander, qu'est-ce que je veux réellement de cette vie? Pas à quoi les autres attendent, pas ce qui a du sens sur le papier, pas ce qui maintient tout le monde à l'aise mais moi. Cela ressemble à une question simple. Ce n'est pas le cas, car lorsque vous avez passé des années à être édité dans un personnage latéral de votre propre histoire, la récupération de vos désirs est rebelle. Je voulais la paix, je voulais la vérité. Je voulais une vie où je n'avais pas à m'atteindre pour m'intégrer dans le cadre de quelqu'un d'autre. À la fin de mon voyage, j'avais rempli un journal de pensées, certains douloureux, certains profonds. Une page s'est démarquée, celle que j'ai intitulée L'homme que je deviens. J'ai écrit, il n'attend pas l'approbation, il n'explique pas ses limites, il marche seul sans rétrécir. Il construit sa maison de la paix, pas de la pitié. Il aime, mais jamais au prix de lui-même. Il entre dans une pièce et prend de la place, et quand les gens partent, il ne poursuit pas, il ferme la porte. Quand j'ai atterri à la maison, ce n'était pas dramatique, pas de rentrée en larmes, pas de feu d'artifice, juste moi en retournant dans une maison qui ressemblait maintenant à la mienne à plus d'un titre. Julien était avec mon voisin Clara, qu'il avait regardé pendant quelques jours. Je l'ai ramassé et il a enroulé ses bras autour de mon cou avec cette joie innocente avec les enfants. Il ne se souciait pas de l'endroit où j'étais, il se souciait de mon retour plus tard dans la soirée, après avoir été endormi, je me suis tenu dans la salle de bain, j'ai regardé dans le miroir et je l'ai vu en moi, ses yeux, sa bouche, sa curiosité, et j'ai pensé, s'il finit par savoir où j'étais, saura-t-il comment se retrouver? J'espère qu'il ne doit jamais le faire, mais s'il le fait, je veux qu'il se souvienne que son père s'est choisi, non pas par égoïsme, mais hors de la santé mentale, par guérison. Je veux qu'il apprenne de mon silence et de mon finalement brisé. Cette nuit-là, j'ai pris la page du journal intitulée L'homme que je deviens, je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé derrière le miroir de la salle de bain, je l'ai collé à l'arrière, où un jour peut-être qu'il le trouvera, pas maintenant, pas de temps, mais un jour où la vie devient bruyante et qu'il cherche une version de lui-même qui a été enterrée sous attente. J'espère que cela lui rappelle qu'il vient d'un homme qui a fait ses portes, pas amer, pas brisé, mais reconstruit. Thanksgiving est venu tranquillement cette année, pas d'invitation, pas de texte de groupe, pas de questions sur qui apportait quoi ou si je pouvais ramasser des chaises pliantes supplémentaires dans le garage, juste le silence. C'était la première fois en plus d'une décennie que je ne faisais pas partie d'un plan de vacances,
ne devait pas se présenter tôt, rester en retard et réparer tout ce qui est rompu au milieu. Cela aurait dû être seul, je suppose, mais ce n'est pas le cas. C'était propre, comme respiration de l'air frais après avoir été piégé dans une pièce bondée. Julien était trop jeune pour poser des questions. Nous avons passé la matinée à cuire ensemble. Eh bien, j'ai fait la plupart de la cuisson. Il a principalement jeté une floraison autour de la cuisine. Je l'ai laissé. Je ne me souciais pas du gâchis. Je me souciais qu'il riait, en sécurité et complètement inconscient des fractures qui avaient finalement cessé de s'écrouler parce que je m'éloignais du marteau. Je n'avais prévu de voir personne ce jour-là. Je pensais que ce serait juste moi, Julien, dans le calme, peut-être un film, peut-être une promenade, rien de dramatique. Mais vers 16 heures, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai gelé un instant. J'ai pensé à l'ignorer, prétendant que nous n'étions pas chez nous. Je ne voulais pas inviter le passé, pas même pendant une minute. Mais quelque chose à propos de l'hésitation douce de Knock m'a fait faire une pause. J'ai ramassé Julien, je l'ai mis dans l'épingle de jeu et j'ai marché jusqu'à la porte. Quand je l'ai ouvert, j'ai cligné des yeux avec surprise. C'était Harold, mon beau-père. Il se tenait là dans un manteau beige qui avait l'air trop grand pour son cadre rétrécissant. Ses cheveux argentés étaient soigneusement peignés et dans ses mains était une citrouille achetée en magasin à tarte. Probablement. Ses yeux étaient fatigués, la façon dont les yeux de quelqu'un ont quand ils ont regardé les choses qu'ils ont construites s'effondrer entre leurs mains et ne savent pas comment admettre leur rôle. Attention si je m'assois, il a demandé à la voix basse. J'y ai réfléchi une seconde, plus longtemps que j'avais besoin. Puis je me suis écarté. Il entra lentement comme s'il n'était plus sûr qu'il appartenait. Il s'est assis à la table à manger pendant que je nous versais à la fois du café, Julien roulait du salon, faisant rebondir un jouet doux entre ses jambes. Je n'ai pas offert de nourriture à Harold, je n'ai pas proposé d'explication. Je me suis assis en face de lui et j'ai attendu un moment. Il n'a rien dit. Puis il laissa échapper une longue inspiration et baissa les yeux sur ses mains. Je pense que nous avons perdu quelque chose dont nous n'avions pas réalisé que nous avions besoin, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé. Ses doigts tremblaient légèrement en sirotant son café. Il avait l'air plus âgé que je ne me souvenais, comme le poids de tout l'avait finalement rattrapé. Vous, a-t-il ajouté doucement. Nous vous avons perdu. J'ai regardé ma tasse à vapeur se friser dans les airs comme des mots tacites. Vous avez toujours été celui qui l'a tenu ensemble, a-t-il poursuivi. Je ne l'ai pas vu alors. Aucun de vous ne l'a fait. Nous étions trop occupés à vous prendre pour acquis. Pourtant, je n'ai rien dit. Il n'a pas demandé pardon, il n'a pas demandé de faire les choses correctement. Il a juste admis qu'il l'avait cassé et que je pense que c'était le seul type d'excuse que j'ai jamais vraiment voulu. Pas du genre répété, pas du genre culpabilité, juste la vérité. Il regarda Julien et sourit faiblement. Il a la chance de vous avoir. J'espère que vous savez que j'ai hoché la tête une seule fois. Après un certain temps, il s'est levé, a laissé la tarte au comptoir comme si c'était une sorte d'offre de paix. Il n'a pas demandé à tenir. Julien n'a pas demandé à rester, il a juste boutonné son manteau et s'est arrêté à la porte. Je sais que Camilla a obtenu ce qu'elle pensait vouloir. Il a dit que la maison, les fêtes, les projecteurs. Mais à la fin, elle a perdu le seul homme qui s'est jamais tenu à côté d'elle quand personne d'autre ne le ferait. Puis il a ouvert la porte et est entré dans le froid du soir. Je me tenais là un instant. La porte s'est toujours fissurée lorsque le brossage m'a collé comme un murmure de la vie que je vivais. Cette nuit-là, après que Julien s'est endormi et que les plats ont été lavés, j'ai allumé une bougie, pas pour le matin, pas pour le rituel, mais pour la paix. Le scintillement doux a dansé sur le comptoir de la cuisine, jetant des ombres qui ne se sentaient plus hantées, juste silencieuses. Je me suis assis là avec une couverture sur mes jambes, un journal sur mes genoux et j'ai écrit 3 mots que je n'avais pas écrits auparavant. Je suis enfin libre, car la liberté n'est pas toujours une grande évasion. Parfois, c'est aussi simple que de dire non à un cycle qui a essayé de vous effacer. Parfois, c'est de trouver de la joie dans le rire de votre fils au lieu de chasser l'approbation de personnes qui ne faisaient applaudir que lorsqu'ils avaient besoin de vous. Parfois, il allume une bougie dans votre propre cuisine et réalise que c'est la lumière la plus brillante que vous ressentiez depuis des années. J'ai beaucoup réfléchi au mot au revoir cette nuit-là. Les gens pensent toujours que cela signifie claquer des portes ou lancer des mots comme des couteaux, mais pour moi, cela signifiait ceci, je ne saignerai plus pour les personnes qui traitent mon silence comme une faiblesse.
Camilla n'a pas rappelé, elle n'est pas venue, elle n'en avait pas besoin. Certains indices n'ont pas besoin d'être parlés 2 fois. Je lui ai donné les projecteurs, le siège de la famille, la vie soigneusement mise en scène. Elle a gagné et elle a perdu parce que l'homme qu'elle a essayé de garder sur une étagère, stable, simple, invisible, s'est finalement éloigné. Pas de punir, non pas de disparaître, mais de vivre. Et à partir de ce jour, je me suis promis que, peu importe qui a frappé, peu importe le nombre de tartes qu'il portait, les seules portes que j'ouvrirais étaient celles qui ont conduit à la paix.